Le management est-il indispensable dans les entreprises ou les organisations en général? Doit-il être directif, participatif? Connaissez-vous le dilemme du contrôleur? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette 7e causerie consacrée à la QVT avec Thomas Jacot, psychologue du travail à l'ARACT. Et oui, nous sommes heureux de vous retrouver et de retrouver Thomas Jacot pour cette 7e causerie de la QVT, qualité de vie au travail, avec notre partenaire, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc, bonjour Thomas Jacot. Bonjour Christophe. Comment allez-vous depuis la dernière émission? Toujours on ne peut mieux sur cette magnifique île, on peut être que bien. Est-ce que la qualité de vie au travail se porte bien? Ça se développe, c'est une démarche qui n'a pas de fin. Une fois qu'on prend ce sentier-là, on continue à vie en fait. C'est une démarche d'amélioration continue. Très bien, alors cette semaine, vous nous proposez de découvrir la question, donc dans le fameux pétale que nous allons revoir, du management participatif et de l'engagement dans les entreprises et les organisations. Alors, management participatif, d'accord, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de qualité de vie au travail? Eh bien, vous l'aurez compris, si vous avez suivi nos différents épisodes sur les causeries, eh ben, la participation, l'écoute, la discussion est au centre d'une démarche de qualité de vie au travail. On l'a vu dans le premier épisode qu'on a dit un peu ce qu'était la qualité de vie au travail. C'était la possibilité pour un salarié de pouvoir agir et de s'exprimer sur son travail même. Et du coup, ça a de grandes influences, déjà sur les relations au travail et le climat social, notre premier épisode. Plus il va y avoir de discussions, plus on va se mettre en confiance. De même que le contenu du travail qui va fournir du sens avec l'autonomie, avec le feedback, qui va donc engager la personne et le motiver pour lui-même, non pas que pour le salaire, mais parce qu'il a envie de faire du bon travail. On a vu comment, dans le champ santé au travail, ça allait renforcer les comportements protecteurs pour sa propre santé. Les personnes deviennent acteurs de leur santé, de leur prévention au travail. Et ça, c'est vital si on veut réduire, faire disparaître les accidents de travail. Et des fois, dans des champs un peu moins explorés, quand on discute au niveau des parcours des compétences, c'est ni plus ni moins que l'occasion de se donner un avenir commun entre les enjeux de l'entreprise, de développement de l'entreprise et les enjeux de développement de la personne qui travaille au sein de cette entreprise. Donc il faut pouvoir développer, se dire, je ne vais pas passer toute ma vie à faire la même activité. Non, il y a un avenir avec plusieurs voies possibles et c'est au travers de ces discussions-là qu'on peut les aborder. Lors de notre dernier épisode, on a abordé l'égalité professionnelle et comment cela allait avoir un poids énorme sur la perception de justice au sein de l'organisation et comment une perception d'injustice va tout de suite désengager les personnes et faire même des actes de sabotage s'il faut pour se rendre justice soi-même. Et c'est donc des discussions qu'il faut avoir parce qu'on ne peut pas être tout le temps arbitraire dans ces champs-là, même si on peut avoir différents styles de management, que ce soit directif ou autre, dans certaines organisations parce que l'activité le devient nécessaire. Si on prend l'exemple d'une compagnie militaire, c'est directif, forcément, c'est descendant. Mais il y a un moment où il faut prendre de l'information. Si j'envoie mon équipe au combat, au front, il faut qu'il me renvoie les informations du front pour que je puisse prendre les bonnes décisions. Donc il y a un niveau de participatif. Et suivant l'organisation, c'est du sur-mesure. Il faut trouver le bon équilibre entre les différents niveaux de participation. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il y en faut. Alors, on va bien évidemment approfondir cette question du management participatif versus management directif. Et on va voir à quel point il est important de rappeler que vous aviez parlé de performance de l'organisation. Et donc, effectivement, cette dimension de la performance, elle est directement impactée par les choix que les entrepreneurs ou les managers pourront faire. Exactement, le rôle du manager ou du chef de l'entreprise, c'est de diriger, de donner un cap, de mener l'action. Mais pour ça, il doit avoir tous les éléments à sa connaissance. Sinon, il peut être amené à faire de mauvais choix, des mauvais choix légitimes en l'absence des informations complémentaires. C'est pour ça que le but n'est pas de remettre en cause leur travail, leur légitimité à prendre des décisions et le bien fondé de leurs décisions. En l'état de connaissance des informations qu'ils ont à leur disposition, ils vont en prendre. D'ailleurs, on en a déjà longuement parlé
dans l'une des causeries. Mais si on veut que ça aille dans le sens le plus optimum du développement de l'entreprise et des personnes qui y travaillent, il faut qu'ils prennent toutes les informations en compte, et ces informations comptent aussi parmi les personnes qui sont au travail, qui ont une vue très fine de ce qui s'y passe, et à plusieurs niveaux. Il faut arriver à coordonner ce qu'il se passe entre salariés, managers et direction. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le dialogue professionnel, celui qui se passe en réunion d'équipe, celui qui se passe des fois de façon informelle à la machine à café, celui qui va se passer en comité de direction ou autre. Et le dialogue social, ça, c'est celui qui se passe entre les représentants du personnel et leur mandant. C'est celui qui va se passer donc au niveau des CSE, des CHSCT, de toutes ces instances où on va discuter du travail, du santé au travail. Mais ne jamais oublier que c'est bien le travail qui est au centre, pas ses à côté, pas les personnalités. On parle vraiment du travail, comment l'activité peut être soutenue par ces discussions-là, et comment on pourrait encore améliorer ça, parce que du coup là on a deux régions sectaires, enfin un peu deux silos, et il peut y avoir un gros décalage. Imaginez que au niveau ici le salarié, vous lui demandez comment ça va, il vous dit pas trop mal. Le manager va comprendre, ah bah tout va bien, et il va dire au directeur, ah bah tout le monde va au top. Tandis que quand vous dites pas trop mal à un représentant du personnel, pareil, il va y avoir retraitement de l'information, et lui il va plutôt dire au directeur, bah il y a plein de trucs qui vont pas. Et du coup, vous avez un directeur avec une dichotomie d'informations, qu'est-ce que je fais? Ça devient compliqué. D'où la nécessité d'avoir ici un croisement aussi entre managers, représentants du personnel, entre salariés et direction, des prises d'informations directes, sans faire perdre en légitimité bien sûr les représentants du personnel. Mais il est bon d'avoir des petits canaux, des fois détournés, informels, ou le formaliser dans d'autres modèles suivant le type d'organisation dans lequel on se trouve. Mais il faut que l'information circule de façon fluide, et pour ça, les managers ont un rôle central à jouer. Mais ils ne doivent pas le jouer seuls. Il faut aussi qu'ils arrivent de temps en temps, pourquoi pas, à discuter avec les représentants du personnel. D'accord. Donc en fait, un dialogue professionnel qui peut s'établir directement entre les différents acteurs. Quelquefois, effectivement, eh bien, ce sont des pratiques courantes d'aller interroger les personnes les unes indépendamment des autres, et puis ensuite de vérifier au niveau des partenaires sociaux. Mais on le voit que là, vous précisez que cette coordination, elle passe aussi par des canaux qui passent par la qualité de vie au travail, au sens, quand vous prenez ce cercle au centre, la qualité de vie au travail, j'imagine que c'est la méthodologie aussi qui est associée. Là, vous voyez, au centre, c'est qualité du travail. Qualité de travail. Puisque les discussions autour de la qualité du travail, c'est-à-dire sur quels critères on se base pour dire qu'on fait un travail de qualité. Et ces discussions-là vont générer une bonne qualité de vie au travail, parce que tout le monde aura pu agir dessus, tout le monde aura pu s'exprimer dessus, et tout le monde aura pu profiter de la satisfaction du travail bien fait. Et c'est ça qui nous manque énormément dans certains styles organisationnels, c'est que si je fais un boulot juste pour faire un boulot, ça devient aliénant, en fait, ça devient désespérant, on perd en ambition, on n'a plus envie de faire, en motivation, on perd énormément de motivation. Tout au long de cette série, vraiment, voilà. Nous vous encourageons à voir l'ensemble des épisodes, parce que c'est vraiment une série passionnante que chacun devrait effectivement visionner, revoir et revoir encore, pour voir à quel point il est important de coordonner et d'assurer ce dialogue. Ça ne remet pas pour autant en question le rôle du manager ou du dirigeant. Bien évidemment, ils ont un rôle prépondérant dans toutes ces démarches-là. La seule chose qu'ils doivent se rappeler, c'est qu'il est question de leur propre qualité de vie au travail à eux aussi. S'ils prennent tout à leur charge, s'ils prennent tout sur leur dos, le poids va être écrasant. Et vous avez énormément de directeurs qui vont faire des pathologies diverses et variées à cause de ce poids au niveau du travail. Mais on est omnibulé par cette culture qui nous dit, voilà, il faut que je fasse tout, il faut que je sois dans toutes les réunions, il faut que je sois dans toutes les décisions, rien ne passe sans mon accord. C'est ça. D'où le dilemme du contrôleur. D'accord, le fameux dilemme, on reviendra dessus. La question du climat social de confiance, ça c'est quelque chose aussi que vous aviez évoqué. Oui. Ça reste un des facteurs très importants de cette QVT. C'est déterminant parce que comment se cultive la confiance? Il est tout à fait normal qu'on ne la donne pas d'office, la confiance.
ça ne se décrète pas. Ça s'acquiert au fur et à mesure des interactions qu'on va avoir. Et donc la qualité des interactions que vous allez avoir avec les salariés, entre les salariés et les managers, entre les salariés et le directeur, entre le manager et les autres personnes, et ben, tout ça va créer un climat de confiance ou pas. Et quand le ou pas gagne, c'est là que toute l'organisation en paye les conséquences. La dimension culturelle de l'organisation, là on revient aussi sur quelque chose qui a déjà été évoqué, mais pour le coup il y a un certain nombre de connaissances, mais finalement là il y a des connaissances à acquérir pour les managers. C'est pas simplement la découverte du management de façon empirique sur le terrain qui va amener forcément ces conclusions-là. Donc savoir aussi que la recherche amène énormément de résultats et alimente la réflexion managériale, et donc tout ça est théorisé. Et donc comment faire en sorte de développer cette culture commune dans l'organisation ? Donc il faut des interactions, ou formalisées ou informelles, le mieux c'est les deux, de façon à laisser des espaces de discussion. Quand vous créez une machine à café, c'est pas juste pour être bien, vous créez une zone de rencontre informelle. Et quand vous avez ça en tête, vous dites comment favoriser l'échange d'informations dans ces zones-là. Est-ce qu'on peut faire une grande salle où tout le monde se réunit en grand nombre? Est-ce qu'on fait des petites salles où les gens peuvent avoir un petit temps, se mettre à côté, boire le café, mais pendant ce temps-là, dites-vous bien que dans une entreprise ou dans une organisation publique, peu importe, dès le moment qu'un sujet de conversation s'installe, il est toujours à quelque distance du travail ou sur le travail lui-même. On parle toujours que de ça, c'est ce qui occupe les discussions. On parle vite fait du week-end ou de ce qu'on en a fait la veille, mais tout de suite après on reparle du boulot, et là il peut se passer énormément de choses qui vont aller dans le sens de la performance au travail, qui vont améliorer la qualité du travail, et ensuite qui vont améliorer le sentiment de qualité de vie au travail. Créer donc les conditions de cette interaction. Alors, Thomas Jacot, le modèle participatif, est-ce une fin en soi ? Alors du coup, c'est pas une fin en soi. Le but, c'est pas de faire du participatif, mais c'est la conséquence logique des moyens qu'on met en place. Si je mets en place des moyens pour créer de la discussion, si je laisse du temps dans ma réunion d'équipe pour qu'il y ait des échanges d'informations libérés de toute contrainte hiérarchique, on va dire, et bien là, on va avoir un niveau d'échange d'informations qui peut être beaucoup plus productif que la réunion statuaire et directive. Et donc il faut profiter de ces espaces-là et de ces temps-là pour développer, et surtout pour aussi couper court à certaines croyances ou certains préjugés qui peuvent gravement handicaper la réflexion du manager ou du dirigeant. Et c'est là qu'on va aborder ce fameux sujet de dilemme du contrôleur. Ah, voilà, le fameux dilemme du contrôleur. Alors, on l'a annoncé dans l'introduction de cette émission, mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que ce dilemme du contrôleur? Il faut prendre compte. Il y a une certaine idée, certains appellent ça la théorie du pessimisme de la nature humaine, en fait. Comment on voit la nature humaine? Beaucoup de personnes estiment que si on ne contrôle pas, l'être humain va rien faire. Il va privilégier son bien-être pépère. Je suis assis sur mon canapé, devant mon ordinateur, je joue au solitaire, je vis une petite vie cool. Beaucoup pensent qu'on réagit automatiquement comme ça. Toutes les recherches nous ont montré le contraire. On a besoin de travailler pour se sentir bien, en réalité. Si on ne travaille pas, on se sent très mal, il ne faut pas croire. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les chiffres de risque suicidaire dans les personnes au chômage ou sans activité, c'est énorme. Donc, mais cette croyance est très forte, d'autant plus qu'elle apporte une certaine légitimité à un manager qui se sentirait un peu mal dans ses baskets, qui aurait peut-être un peu de difficulté dans sa pratique. Et en disant, bah voilà, moi je suis manager, il faut que je contrôle, c'est mon rôle. Donc j'observe. Pourquoi j'observe? J'observe parce que sinon, il ne travaille pas en fait. Et du coup, ça se renforce. Il y a un système, s'il y a des psychologues ou des étudiants en psychologie qui nous écoutent, ils vont très bien comprendre le rôle du conditionnement pavlovien. C'est énorme. Et du coup, là, les recherches de Gojal et Hirschman en 1970 nous ont montré que, à travers des boucles causales, ça tournait en rond. Ça partait donc d'ici, la croyance comme quoi le comportement est opportuniste, et que si on ne contrôle pas, il n'y a pas d'action. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les employés, ils ne sont pas dignes de confiance. Si je ne suis pas derrière leur dos, ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Par essence, ils sont forcément aptes à ne rien faire. Voilà, donc à chaque fois, vous voyez, il y a un renforcement positif, en fait, ça va augmenter le comportement qui suit, et donc le besoin
de surveiller et de contrôler ces comportements par du recours à des systèmes de surveillance avec récompenses et sanctions. Le salarié travaille bien, je lui donne une croquette, il ne travaille pas bien, je lui retire la croquette. C'est un conditionnement qui va avoir de l'effet, c'est-à-dire aligner les comportements des employés sur ce qu'on souhaite voir en fonction d'objectifs organisationnels. Et une fois qu'on a vu ça, eh bien, on va pouvoir baisser cette croyance, cette perception comme quoi il ne travaille pas. Mais si ça la baisse, ça ne la fait pas disparaître. Donc, on répète la boucle. On répète la boucle. Et ce qui va se passer du niveau salarié, ça va être autre chose. Et ça, le manager ou le dirigeant n'en a pas forcément conscience. C'est pour ça que la formation et l'information, le transfert de connaissances dans ce domaine-là est vital. Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau du salarié? Le salarié va avoir la pression qu'on n'en fait pas confiance. Et c'est ça, puisqu'ils ne sont pas dignes de confiance ici. Donc ils ont tout à fait raison de le croire. Mais c'est le cas d'ailleurs, on ne leur fait pas confiance. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? La motivation intrinsèque va ressentir une baisse. Vous vous souvenez de cette motivation intrinsèque qu'on a parlé? Celle qui motive la personne à travailler pour elle-même. On va devoir travailler, du coup, pour le salaire. Donc on va réclamer des hausses de salaire, on va réclamer plus de choses, toujours plus. Mais par contre, le sens du travail ayant perdu toute confiance et toute envie, la motivation intrinsèque, celle qui nous engage dans un comportement productif et de qualité, lui, disparaît petit à petit. Qui amène à l'engagement dans l'activité. Et donc là, on va une première boucle. Donc cette motivation est en baisse. Ce qui baisse aussi la coopération volontaire des employés. Et qui va renforcer la croyance du manager, en fait, parce qu'il va voir que le salarié, il n'est plus forcément motivé. Voilà, il a peut-être un alignement des comportements organisationnels qu'il va voir, mais il va aussi voir que dès qu'il ne contrôle plus, n'ayant plus de motivation intrinsèque, ça justifie encore une fois le fait qu'il doit augmenter ses contrôles. Donc, et ça va se renforcer sur plusieurs boucles. Donc la boucle menace perçue sur l'autonomie, dans la causerie sur le sens au travail, on a beaucoup parlé de cette autonomie et de l'importance. Et la boucle ici, entre motivation intrinsèque et application sans conviction, encore une fois, ça tourne en rond. Et ces renforcements vont continuer comme ça, à vitam aeternam, et empêcher tout développement de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce cycle infernal? Parce que finalement, là, encore une fois, ce sont des travaux de recherche qui datent des années 70, donc c'est quand même pas... on est en 2023, hein. Aujourd'hui, on est quand même, ces croyances, elles existent toujours de façon très répandue. Il n'y a rien de plus difficile que de bouger une croyance. Quand elle est fixée au sein d'une personne, d'ailleurs, si on parle de religion, vous voyez bien qu'on ne change pas une religion. Donc quand vous avez des croyances à ce niveau-là fortement inculquées, c'est extrêmement difficile. D'où la nécessité, du coup, d'en parler. Plus on va en parler, plus on va se rendre compte que c'est peut-être pas nécessaire. Plus on va en parler, peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, nos employés sont dignes de confiance, parce qu'ils nous amènent des solutions à des problématiques qu'on ne voit pas forcément au niveau du management ou au niveau du concepteur d'un outil. Et quand on prend en main ces informations pour faire de meilleurs choix, là on se dit, j'ai bien fait de les écouter. Là on se dit, là du coup mon rôle de manager n'est plus menacé, mais au contraire renforcé. On va être plutôt dans un style de management de soutien. On va soutenir nos employés à trouver des solutions, à proposer, à être innovants dans les nouvelles organisations du travail ou dans les nouveaux outils à réaliser pour faire le travail. Et là, ça change toute la donne. Donc encore une fois, c'est toute la nécessité de cette fameuse démarche en 4 étapes que l'on propose à travers notre qualité de vie au travail. Ces 4 démarches ont pour but de soutenir ce principe. D'abord, on cadre. On cadre pourquoi? Parce que ça rassure aussi le dirigeant, le manager, en disant que voilà, on a défini un terrain de jeu. On a défini des règles, des choses qu'on ne peut pas faire, et on sait déjà qu'on ne peut pas les faire. Donc ce n'est pas la peine de perdre du temps à proposer, on sait qu'on ne peut pas faire ces choses-là. Par contre, dans ce cadre-là, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne sait pas toujours quoi, et du coup, on va chercher l'information auprès des travailleurs, auprès de toutes les couches de l'entreprise. Et d'où la nécessité de prendre cette information par un diagnostic, un état des lieux. Donc, s'il vous plaît, pas systématiquement des questionnaires. Allez sur le terrain, déplacez-vous, regardez comment ils travaillent. Parce qu'il n'y a qu'en allant voir le travail réel, comment il se fait, dans quelles conditions il se fait, qu'on va pouvoir se rendre compte de beaucoup de choses. Des fois, ça peut être problématique, parce que quand le manager va voir
ce qu'il se passe sur le Sur le terrain, terrain, oui. vous pouvez avoir un changement de comportement. Pourquoi? Parce que pour avoir un certain niveau de qualité du travail, certaines contraintes, notamment en protection individuelle, peuvent gêner le travail. Par exemple, rien que des gants. Si vous avez des gants très épais pour protéger vos mains de toute coupure, vous perdez en dextérité et donc vous perdez en temps, en possibilité de manipulation. Ça va ralentir votre travail. Donc du coup, le manager n'est pas là, j'enlève les gants, hop, je suis productif, ça va vite, je suis fier de moi, je suis content. Le manager arrive, il vous engueule parce que vous n'avez pas les gants. Vous êtes puni pour avoir voulu augmenter votre productivité. Ben, des fois, ça peut être intéressant à ce niveau-là de se dire, bah, on va faire à ce moment-là, inviter un intervenant pour qu'il fasse l'état des lieux pour nous, afin de voir ces choses-là, non pas donc pour punir, et c'est pour ça que quand un psychologue, par exemple, intervient en entreprise, il doit garantir l'anonymat de ce qu'il rapporte, pour pas que ça ait des conséquences sur un salarié qui a fait preuve d'honnêteté pour dire comment était le travail réel, mais plutôt pour se dire, bon bah voilà, le problème, c'est pas le salarié, c'est que les gants ne sont pas adaptés à sa tâche. Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour avoir des gants plus adaptés? Et là, vous ouvrez un espace de discussion, vous faites venir des salariés et vous dites, bah voilà, on a fait venir un commercial, un concepteur. Hein, donc, vous voyez, ici dans la démarche, on voit bien ce rôle entre concepteur et manager. On le fait venir ensemble pour dire, ben, on a un commercial ici, il commercialise des tas de gants différents. Comment on peut les choisir? Eh ben, on fait venir des échantillons, on teste en situation de travail différents gants, on voit ceux qui gardent la maîtrise de la dextérité ou pas. Eh ben, c'est ce qu'on appelle l'expérimentation. Voyez, on teste. On teste, donc là, j'ai pris l'exemple avec des gants, c'est tout simple. Dans le bon sens. Ça peut être aussi une organisation de travail, ça peut être aussi de nouveaux formats de planning. Hein. Souvent, quand on passe de 12 heures à 8 heures dans les médico-sociales, ils sauront très bien de quoi on parle, hein, plutôt que de descendre avec un planning tout fait. Eh ben non. On donne les contraintes aux salariés en disant que bah là, il faut toujours 2 salariés à cet étage-là, il faut toujours une équipe complète là. À tel moment, on peut faire un peu plus de largesse parce qu'il y a des moments de creux. Vous leur donnez des contraintes et eux ils font. Et ils sont vraiment ravis de le faire parce que ça va aller dans leur sens de qualité de vie au travail, dans leur sens de l'autonomie et du sens du travail. Et une fois que tout le monde est d'accord, eh ben on pérennise. Et la pérennisation, c'est là aussi que on peut faire intervenir les représentants du personnel dans les IRP, les instances de représentation du personnel, parce qu'on peut conclure un accord collectif opérationnel. On peut dire, ben voilà, on a vu une nouvelle façon de faire, on l'ancre dans le marbre, comme ça on n'a plus besoin d'y penser, on n'a plus besoin d'en parler, et on passe à autre chose. Et là, on recommence une nouvelle boucle. Hop. Oui, c'est vraiment itératif en fait, hein. C'est de l'amélioration continue. On n'est jamais au bout finalement de ce processus d'amélioration. Vous en avez déjà parlé à de nombreuses reprises, hein, et je pense que là du coup c'est une démarche vraiment collective qui doit être organisée. Ça, vous ne cessez de le répéter par le manager. Déjà que le manager lui-même ou le dirigeant d'entreprise soit sensibilisé à ça, donc il faut qu'à un moment donné il demande du conseil. Exactement. Et vous êtes là aussi au niveau de l'ARACT ou de l'ANACT, puisque maintenant c'est une agence aussi nationale de l'amélioration des contrats de travail, pour accompagner l'ensemble de ces organisations. C'est notre cœur de métier. Aider, accompagner, faire comprendre comment on peut faire en sorte que l'entreprise se développe, l'organisation du travail se développe vers la performance, la qualité du travail, et comment cela va aussi générer du bien-être pour les salariés, comment cela va générer de l'épanouissement pour les personnes qui sont au travail. En fait, en réalité, on a l'impression que c'est contradictoire, mais ils ont tous les deux un objectif commun, ça reste la qualité du travail. Toujours cette fameuse motivation intrinsèque dont vous parlez systématiquement, le sens, l'autonomie, le feedback. Cette question de feedback, comment est-ce qu'on pourrait le préciser d'ailleurs? Cette notion de feedback, c'est là, par exemple, on parlait du contrôle, le dilemme du contrôleur, elle part de la croyance que si je ne contrôle pas, le travail n'est pas fait. On peut changer de perspective et de se dire, je ne contrôle pas, non. Je t'aide à interpréter les critères qu'on a décidés en amont sur le travail bien fait. Est-ce que les critères sont atteints? Et s'ils ne sont pas atteints, est-ce que c'est par un manque de soutien? Est-ce que c'est par un manque de moyens? Est-ce que c'est par un manque d'autre chose? Et du coup, là, on est sur un modèle de management soutenant. Le manager n'est pas là pour mettre un coup de bâton ou donner une croquette si c'est bien fait. Il est là pour se dire, ok, je vois tes contraintes, je vois tes difficultés, je les comprends, et on va trouver une solution pour y répondre afin que le travail se fasse dans de bonnes conditions et avec les objectifs de performance qu'on a fixés.
Donc la question, ça interroge quand même là aussi la question du collectif, c'est-à-dire que la responsabilité, elle est collective, elle est jamais, parce que là on parle de responsabilité individuelle, mais l'individu n'est pas seul dans l'organisation, c'est du collectif. C'est là qu'on crée un véritable collectif de travail. Et là aussi, on a des recherches très intéressantes à faire qui démontrent qu'on peut avoir un travail collectif sans collectif de travail, où chacun travaille dans son coin, il ne fait pas forcément attention à l'autre, et ça a été super bien imaginé dans un film où vous voyez le carreleur qui pose son carrelage au sol, et le plombier qui arrive derrière, ah oui mais il faut que je fasse passer la canalisation. Bon bah on casse le carrelage. Ça arrive souvent sur les chantiers, malheureusement, pour les personnes qui ont pu expérimenter ce genre de situation. Voilà. Donc en fait, tout ça nous amène quand même à parler de votre accompagnement au niveau de l'ARACT pour la région Réunion, mais au niveau de l'ANACT au niveau national, donc en France, et sur les outils que vous proposez pour accompagner l'ensemble des entreprises, des organisations en général. Ça s'adresse à tout type d'organisation d'ailleurs. Tout type. Vous êtes une entreprise de 2 salariés ou même tout seul, hein, pourquoi pas, parce que si vous êtes en auto-entrepreneur, faire attention à votre propre qualité de vie, ça compte. Beaucoup d'auto-entrepreneurs vont faire 70 heures par semaine et donc fortement détériorer leur qualité de vie, alors qu'il y a des solutions pour ça. Donc eux aussi sont concernés. Mais après aussi les entreprises multisites de plusieurs milliers de salariés, où là il y a des problèmes de structuration, en plus en ressources humaines qui sont très fortes, et bien là eux aussi peuvent trouver de l'information grâce à des sites internet. Donc vous avez l'agence nationale qui répertorie tous les outils qui sont largement diffusés. Vous avez des informations locales à partir de l'agence régionale. Donc là, je vous ai mis une présentation de la Réunion, hein, de notre site. Hein. Les logos ont changé depuis le 1er janvier, mais le site reste inchangé, lui. Et ensuite, vous avez surtout énormément de kits, d'outils. Par exemple, pour les managers, le kit Managinov, c'est un petit jeu de cartes qui va vous permettre de mettre de la perspective sur votre façon de manager, avec vraiment des choses toutes simples. C'est, par exemple, sur la charge de travail aussi, c'est des outils de soutien. C'est-à-dire, ce n'est pas l'outil lui-même qui va vous permettre de développer. C'est plutôt comment ça va poser le débat, comment ça va poser des choses qu'il faut absolument discuter. Parce qu'on peut rapidement oublier l'essentiel, et grâce à ces petits outils-là, cet essentiel, on va le poser sur la table, se dire si c'est là, si c'est pas là, si on voudrait que ce soit là, ou si on voudrait surtout pas que ça apparaisse. Donc c'est vraiment très très simple à mettre en œuvre. Vous pouvez les commander directement sur les sites internet de l'ANACT, donc de l'agence nationale. Ils sont ils sont fabriqués en France en plus, dans de bonnes conditions forcément. Et c'est très utile pour soutenir les premiers pas de votre démarche de qualité de vie au travail. Donc ça, ce sont des outils que vous conseillez, votre retour d'expérience là-dessus Très utile, parce qu'ils sont très faciles à prendre en main. Très facile à prendre en main, ça permet vraiment de poser le débat avec ces collectifs, avec ces équipes ou avec les personnes concernées. Par exemple, si vous formez le comité de pilotage de la QVT, on ne sait pas trop par où commencer, et bien hop, on commence par les essentiels de la QVT. Est-ce que les bases sont là? Hop, on prend le jeu de cartes, et bien tout de suite on voit si les bases sont là, ou si elles ne sont pas là, ou quel chantier. Ah tiens, ça on n'en avait jamais parlé, et pourtant c'est vraiment important. On va commencer à aborder le sujet, et hop, diagnostic, expérimentation, pérennisation. Et si vous avez des doutes sur ces pratiques, nous avons fait aussi énormément de retours d'expérience. C'est ce que vous allez trouver. On a une revue spécifique sur les conditions de travail qui est publiée en version dématérialisée, donc entièrement gratuite. Tous les documents qui sont ici présentés sont entièrement gratuits. Vous pouvez aller sur le site de l'ANACT, les télécharger. On a des 10 questions sûres. C'est toute une gamme, en fait, sur une question en particulier. On a 10 questions sur la négociation collective, par exemple. Ça c'est top, parce que souvent, vous êtes représentant du personnel, ok, mais vous n'avez pas forcément été formé à la négociation. Souvent, on les forme aux aspects juridiques, mais négocier, ça demande des compétences bien particulières. Préparer sa négociation avec ses mandants, la mener, aménager des temps de pause pour savoir ce qu'on peut obtenir, ce qu'on peut laisser, ce qu'on peut concevoir ou reproblématiser. Ça demande des compétences bien particulières, et donc on a fait des travaux là-dessus, des retours d'expérience aussi pour voir comment on fait les autres entreprises, comment on fait les autres organisations, et tout ça va venir soutenir notamment les fiches pratiques dédiées aux managers. Ça aussi, alimenter la réflexion aussi.
Très bien, donc n'hésitez pas, vous avez la possibilité d'accéder à ces jeux, se saisir de la QVT à travers le jeu, ça peut être une bonne solution C'est la meilleure chose à faire. pour mettre le pied à l'étrier, les revues, les retours d'expérience. En tous les cas, Thomas Jacot, nous arrivons à la fin de cette émission. Un grand merci parce que nous vous l'annonçons, mais Thomas Jacot va poursuivre vers de nouveaux horizons. Et donc un grand merci pour cette série, ces 7 épisodes extrêmement intéressants sur la qualité de vie au travail. Vous allez passer le relais avec Jean-Noël Amato qui prendra la suite pour continuer à parler de cette question de la qualité de vie au travail avec nous, dans le cadre du partenariat avec la RACT Réunion et la NACT donc au niveau national. Donc eh bien, merci beaucoup. Peut-être un petit mot de conclusion avant de boucler cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup parce que ce pourquoi je fais ce métier-là, ce qui me motive, moi, c'est ça, hein, c'est-à-dire pouvoir diffuser de la connaissance pour améliorer le monde dans lequel on vit. Parce que, mine de rien, la qualité de vie au travail va jouer énormément sur notre qualité de vie tout court, aussi bien personnelle que professionnelle. Et donc, l'audience que vous m'avez permis d'obtenir grâce à ces causeries a permis de montrer, de toucher du doigt tout ce qu'il y a à faire pour améliorer tout ça, et surtout qu'on ne doit pas rester dans le « ça a toujours été comme ça ». Non, il y a plein de choses à faire. Il faut le savoir, il faut voir ce qui a été fait ailleurs et se dire « allez, moi aussi je peux faire ». Voilà, c'est donc possible. Merci beaucoup Thomas Jacot. Bonne continuation pour vos prochains projets et bonne journée à toutes et tous.